Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va passer en revue l'UFC de ce week-end qui était l'UFC 285, qui a été surprenant et un petit peu décevant. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Mais avant d'aller plus loin, avant d'aller dans cette analyse, n'oubliez pas comme toujours que vous pouvez nous soutenir en likant, en commentant, en partageant et en vous abonnant. Et vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des dernières actualités. Le premier combat de la soirée, en tout cas le premier combat de la carte principale, ce fut le combat de Bonical contre Jamie Pickett. Ça a été un combat très expéditif avec une énorme performance de Bonical. Il a réussi à soumettre son adversaire au premier round en 2 minutes et 54 secondes. On a eu qu'une seule frappe de la part de Pickett et un incroyable niveau en lutte de Bonical. On s'attendait en tout cas à un énorme niveau en lutte. Moi je m'attendais pas à une telle performance, à une telle domination, à une finition aussitôt. On sait que Bonical est très bon en lutte. À ce niveau-là, moi je pensais pas qu'il était aussi fort que ça. On a eu une magnifique amenée au sol, très belle transition, bon contrôle aussi de la part de Bonical et surtout une soumission qui a été parfaitement bien exécutée, très opportuniste. Une fois qu'il avait verrouillé la soumission, il avait Jamie Pickett à taper directement après. Donc vraiment très belle performance de la part de Bonical. Justement, je pense que ce lutteur Bonical va aller très loin. À mes yeux, il a déjà le niveau pour battre certains combattants en middleweight, comme par exemple Strickland, ou d'autres combattants qui ont une défense assez faible de takedown. À l'heure actuelle, j'aurais du mal à le voir contre des combattants du style Costa, Vettori, Whittaker, Cannonier, ce genre de combattants-là. Ça, je pense que ce serait compliqué pour lui, des match-ups assez compliqués, surtout Whittaker qui est très bon contre les lutteurs et qui a un striking absolument excellent. Costa, c'est pareil, ce serait très compliqué avec un très gros physique, mais il a encore le temps, tellement son 4e combat professionnel et il fait déjà des performances incroyables. Il a le temps de s'améliorer, il a le temps de travailler son striking et je pense qu'il ira très loin. Le combat d'après, c'était le combat de Mateusz Gamrot contre Jalin Turner. C'est un beau combat, assez serré, qui s'est soldé par la victoire de Gamrot par décision partagée. Un juge a donné la victoire à Jalin Turner, 2 l'ont donné à Mateusz Gamrot. Donc voilà, je peux comprendre les deux décisions qui auraient pu avoir lieu, c'est-à-dire la victoire de Turner ou la victoire de Gamrot. Turner a montré un très bon striking, comme on s'y attendait, une bonne défense de lutte. Comme je l'avais dit aussi dans mon analyse précédente, pour ceux qui ont regardé la vidéo, c'est vrai que c'est un gabarit très dur à gérer. Il est très grand, il est longiligne, il est aussi très lourd. Il me semble qu'il frôle les 2 mètres. Il est pas loin des 2 mètres. Pour la catégorie des poids légers, c'est très dur à gérer. Et comme je disais, une bonne défense de lutte. Il a quand même paré 8 takedowns sur les 12 qu'a envoyé Mateusz Gamrot. Quand on sait quel niveau a Mateusz Gamrot, on ne peut que saluer la performance de Jalin Turner. Et surtout, il a su se relever plusieurs fois en se rapprochant de la cage. On le voyait, il avait les jambes en l'air parce que Gamrot tenait ses jambes pour essayer de le maintenir au sol, essayer de mettre son épaule, de mettre tout le poids de son corps sur les hanches de Jalin Turner pour le forcer à rester au sol. Mais Turner, lui, arrive à se mettre sur les bras, à remonter vers la cage et ensuite a réussi à remonter un petit peu. Il y a quand même eu beaucoup de contrôle de la part de Mateusz Gamrot, c'est ce qui fait, à mon avis, qu'il arrive à remporter le combat, enfin c'est même sûr, puisque Jalin Turner, il a mis un knockdown sur Mateusz Gamrot dans le premier round. Le Polonais est quand même resté lucide, il a réussi à amener son adversaire au sol par la suite. Donc des excellents takedowns de la part de Gamrot, même s'il n'en a mis que 4 sur les 12 qu'il a envoyés. C'était quand même de très beaux takedowns avec de magnifiques timings, comme toujours, je vous l'avais dit justement aussi dans la preview. Une boxe qui a été assez belle, on voit que depuis le combat contre Dariush, il a assez progressé, il a pas mal progressé quand même, il s'est pas non plus fait dominer complètement en pied-point, il semblait serein, je pense qu'il a bien travaillé son kickboxing, ce qui était nécessaire, il a envoyé de belles gauches dans la tête de son adversaire, mais il a été mis plusieurs fois en danger. Moi ça me fait poser quelques questions sur son avenir dans la catégorie, face à de gros strikers avec une bonne défense de lutte, ou même pas forcément des gros strikers, mais en tout cas des meilleurs strikers, typiquement des profils à la Beneil Dariush. Par exemple, un Mateusz Gamrot contre Islam Makhachev, je pense que ce serait très compliqué pour Gamrot à l'heure actuelle, contre Raphaël Fiziev, contre Gaethje, contre Chandler, contre Poirier, contre Oliveira, je pense que ce serait des combats très difficiles pour Mateusz Gamrot. Le combat d'après, ça a été le combat de la soirée, ça a été le combat de Geoff Neal contre Shavkat Rakhmonov, un combat que j'attendais avec impatience, j'attendais vraiment de voir ce combat pour voir un petit peu les aptitudes physiques du Kazakhstanais. Ça a été une grosse guerre entre deux excellents boxeurs et le Kazakhstanais justement a réussi à soumettre l'Américain au dernier round par un étranglement arrière debout, performance incroyable. Donc Shavkat, par ce combat, il a montré qu'il est extrêmement dangereux, il est extrêmement complet, il est capable d'aller à la guerre en gardant des techniques atypiques comme des coups de pied retournés. Malgré tout, il a montré quelques failles. On voit qu'il a la tête assez haute en fin d'enchaînement, il a le menton à découvert. J'en avais parlé aussi pour Paddy Pimblett, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes à Paddy Pimblett, c'est ce qui fait que pour moi, normalement il aurait dû perdre son dernier combat, il s'est fait cueillir plusieurs fois et surtout il restait à distance de frappe avec les mains assez basses après avoir frappé et voilà, il s'est fait contrer plusieurs fois par Geoff Neal. C'est ce que j'avais dit aussi dans la dernière vidéo, dans la preview de l'UFC 285, c'est quelque chose que Shavkat Rakhmonov faisait plutôt bien, c'est de rentrer à distance de frappe, frapper et ressortir directement. Là, dans ce combat-là, il y a quelques fois où il ne l'a pas fait, c'est aussi, il a duré 3 rounds, sur 15 minutes, on fait forcément des erreurs, surtout contre un combattant du niveau de Geoff Neal, c'est tout à fait compréhensible. Geoff, justement, de son côté, il a montré une très bonne boxe avec de très bons mouvements, une bonne explosivité et un excellent timing. Les deux ont eu de bons jeux de tête et une bonne défense, que ce soit au niveau de la garde ou au niveau des déplacements, une bonne utilisation des genoux et des coudes de la part de Rakhmonov et un game plan intelligent de rentrer parfois en clinch après certains enchaînements pour empêcher Neal de s'exprimer trop en anglaise.
anglaise. Comme j'ai dit, à la fin des enchaînements, des fois il se faisait cueillir, il se faisait contrer par Geoff Neal, mais aussi de temps en temps, même assez régulièrement, une fois qu'il rentrait en distance de frappe, il venait directement coller en clinch pour ensuite essayer d'amener la menace de la soumission, essayer de travailler en genou, en coude, ce qu'il a extrêmement bien fait, et c'est par cette stratégie, par ce game plan qu'il a réussi à finir l'américain. À mes yeux, il ira très loin. J'avais fait un sondage sur YouTube pour voir un peu votre avis concernant l'avenir de Shavkat Rakhmonov. Vous êtes beaucoup à le voir comme un futur champion. Certains pensent que c'est encore trop tôt pour pouvoir s'exprimer, et je suis en partie d'accord. Moi, je pense qu'il a les aptitudes et les armes nécessaires pour devenir champion. Maintenant, il faudra qu'il affûte quand même quelques-uns de ses outils, notamment son striking, et travailler de ce qu'on a vu, sa défense en pied-point. Le combat co-principal, et bien là, on a eu une nouvelle championne, puisque Alexa Grasso a soumis Valentina Shevchenko au 4e round. Comme je l'ai dit dans la preview, Grasso a montré un très bon pied-point avec de beaux enchaînements et un bon timing. J'avais dit aussi que c'était peut-être Grasso qui allait pouvoir battre Valentina Shevchenko. Alors je mets ça entre des guillemets puisque je voyais quand même Valentina gagner, mais je m'étais dit quand même que voilà, il faut se méfier de Grasso qui est quand même assez performante, qui a fait une très belle performance d'ailleurs, et voilà, il faut s'en méfier, il fallait s'en méfier. Shevchenko ne s'en est peut-être pas assez méfié, a peut-être un petit peu sous-estimé son adversaire, et c'est ce qui fait qu'elle a perdu. Shevchenko de son côté, elle aussi quand même, elle a bien touché debout, elle a eu un bon contrôle au sol avec 4 takedowns réussis sur 6 qui ont été intentés, donc encore une fois c'est une bonne statistique, c'est plutôt correct pour un combat pour le titre. Ça fait écho au combat précédent dans lesquels Shevchenko avait en effet bien utilisé sa lutte pour casser le rythme de ses adversaires. Comment le combat s'est fini? Et bien en fait Valentina au 4e round a tenté un coup de pied retourné alors qu'elle était dos à la cage, et Alexa Grasso a directement pris son dos, très opportuniste, elle a amené au sol et elle a soumise. Ce qui me fait rire, c'est qu'on a vu une vidéo de la Mexicaine qui travaillait ses techniques à l'entraînement et qui a réussi à la placer pour remporter la ceinture contre Valentina Shevchenko, qui était la championne très dominante dans les catégories féminines. Je trouve que c'est bien que la ceinture tourne. En plus, Alexa Grasso est vraiment méritante, elle a fait un beau combat, son pied-point est agréable à voir, c'est une combattante que je prends plaisir à regarder, donc voilà, moi je trouve que c'est plutôt cool. C'était une belle performance de la part des deux combattantes, mais évidemment surtout la Mexicaine Alexa Grasso. On en vient au combat principal, un combat décevant puisque ça a été la victoire de Jones au premier round par soumission, il a gagné par guillotine. Ça a été décevant, non pas parce que Jones a gagné, enfin même si j'aurais préféré que Cyril Gane gagne évidemment, mais surtout moi ce qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'on n'a rien vu du combat. On a vu vraiment pas grand chose, ça n'a duré qu'un round comme je l'ai dit, donc c'est assez dommage, j'aurais bien aimé voir au moins 3 rounds, peut-être 4, même 5 ça aurait été parfait, voir un petit peu les aptitudes physiques et techniques de Jones en poids lourd et aussi les comparer à un combattant qui est très bon, avec un très bon pied-point comme Cyril Gane. À titre personnel, je trouve que Gane il semblait moins mobile, moins rapide, et je pense qu'il était un petit peu intimidé par l'américain dans la discussion des GOAT, des greatest of all times, donc des meilleurs. Jones est quand même placé par beaucoup comme étant le meilleur combattant de tous les temps. C'est sûr que ça met de la pression, c'est indéniable. Il faudrait voir à quel point est-ce que Cyril Gane a été déstabilisé par l'aura qu'il y avait autour de John Jones. Et c'est justement, je pense, cette peur, cette crainte qui a poussé Cyril Gane à faire une erreur et a donné la finition pour John Jones. Parce que lorsque Gane a envoyé un direct du bras arrière, Jones il a directement décalé sa tête, il a pris le dos de Cyril et l'a pressé contre la cage. Ensuite Jones l'a amené au sol, Cyril a réussi à se rapprocher de la cage parce qu'il était quand même mis au sol mais pas directement contre la cage, un peu plus au centre de l'octogone, donc il s'est rapproché pour essayer de se relever, il a réussi à se relever, mais l'ancien champion des poids lourds qui était dans le dos du français a réussi à faire une transition pour ensuite se glisser devant le combattant français et gagner par soumission. C'est une épreuve assez dure pour Cyril Gane qui n'envisageait certainement pas ce scénario et qui a surpris beaucoup de fans comme moi par exemple. Je m'attendais pas du tout à un tel scénario, je m'attendais pas à un tel combat. Je trouve que c'est un peu décevant pour Cyril Gane, c'est dommage, c'est assez triste et il faudra voir quelle sera la suite pour lui. Est-ce qu'il va combattre contre Aspinall, contre Spivak ou le gagnant de Blaze contre Pavlovich? Pour le moment on n'en sait trop rien, mais je pense quand même qu'il a encore des cartes en main pour briller dans la catégorie. Peut-être pas devenir champion, on voit qu'il lui manque un petit peu des armes surtout au niveau de la lutte, mais en tout cas pour rester dans le top 5 pendant un long moment, là je pense qu'il a tout à fait les armes. Donc Jones finalement il est devenu le champion des poids lourds et il semblerait qu'il affrontera Miocic en juillet pour défendre son titre. Pour sa première défense de titre, il se pourrait bien qu'il affronte l'ancien champion des poids lourds pour se frotter à lui. Comme pour le combat d'Alexa Grasso, comme pour la victoire d'Alexa Grasso, on a vu aussi John Jones travailler à l'entraînement, ou en tout cas on a vu Cerudo qui coachait un petit peu John Jones. On l'a vu montrer la technique à l'américain, la technique qui est d'être dans le dos et puis de passer en transition de guillotine en fait, en tournant autour du combattant qui est contre la cage et passer en transition de guillotine. J'ai trouvé que c'était intéressant et encore une fois ça montre à mes yeux en tout cas la dangerosité d'Henri Cerudo, sa technique, sa clairvoyance. On voit que c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien le milieu du MMA et surtout qui arrive à apporter une nouvelle vision du combat dans laquelle voilà, les transitions sont au cœur du sport et que le pied-point est un outil pour pouvoir clincher et amener au sol. On peut voir aussi que Zhang Weili s'est un petit peu métamorphosé, a changé son style de combat dès qu'elle a été coachée par Henri Cerudo. Je trouve que c'est quelque chose de très bien. Il apporte un style de combat différent et je trouve que c'est quelque chose de très positif. Donc pour conclure cette UFC
l'UFC 285 a été plutôt cool. Moi j'ai apprécié regarder les combats. Décevant évidemment pour le combat principal. Par contre on a eu quand même de belles surprises comme la victoire d'Alexa Grasso et on a eu un très beau combat comme le combat de Shavkat Rakhmonov. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de la performance de Ciryl Gane. Est-ce que vous voyez Shavkat Rakhmonov devenir un champion à l'avenir, peut-être dans un an, peut-être dans 2 ans. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.